pour certains d'entre vous, vous allez découvrir, et en l'occurrence moi le premier, la notion de UI, UX. Et donc, pour animer cette matinée, ben, je vais être en compagnie de notre collègue Lionel. Je suis là. Alors, je veux juste m'assurer que tu m'entends Alors, bien mode parce que… webinaire. Donc, comme d'habitude, les petites icônes en bas que vous connaissez pour nous poser les questions et les réponses, pour discuter. Et donc, Lionel va assurer l'animation principale et je serai, comme on dit en mode technique, en back-office derrière pour répondre et puis diffuser vos remarques, vos questions et vos réponses. Donc voilà, nous allons maintenant vous faire la petite présentation, comme d'habitude, de l'équipe. Petite présentation de l'équipe régionale, hein, que pour beaucoup vous commencez à connaître. Donc, un collègue quasiment dans chacun des départements. Donc, honneur aux jeunes filles, aux demoiselles et aux dames. Donc, Muriel dans le 70, Margot dans le 71, Mélodie dans le 58, Thierry du côté du 89, David qui se partage entre le 90 et le 25, Lionel en l'occurrence dans le Jura, et puis moi-même dans le 21. Voilà, donc une équipe d'animateurs qui était complétée maintenant par Bastien, également sur le 21, qui nous a rejoint il y a quelques mois pour nos actions. Donc, une équipe avec des compétences différentes, transverses, qui nous permettent d'intervenir au mieux pour répondre aux questions de nos artisans et de nos porteurs de projets sur tout ce qui touche au numérique dans l'ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté. Et comme on l'évoquait à l'instant, des compétences différentes, complémentaires, et en l'occurrence, ça va être le cas ce matin, puisque on va aborder un sujet qui est la notion du UX design. Alors en quelques mots, puis je laisserai Lionel un petit peu prendre la parole après. Le but du jeu, c'est de vous montrer qu'aujourd'hui, on peut faire des interfaces agréables, pratiques, que ce soit sur des sites internet, que ce soit sur des applications. Voilà, c'est des choses qui sont en train de se développer. Alors, on oublie les word art, on oublie le flash player. Et puis ben, maintenant, on passe aux choses un petit peu plus nouvelles qui sont les UI et les UX. Lionel, à toi. Merci beaucoup. Alors, effectivement, l'UI, l'UX design, un joli nom en anglais encore, du coup, mais qui nous amène à des choses qu'on connaissait déjà et qu'on connaît déjà et qu'on pratique certainement déjà. En fait, l'UI, l'UX design, c'est une discipline qui vise à concevoir des produits numériques avec une expérience et une interface utilisateur optimale. L'UI design pour interface utilisateur, c'est la partie visible du produit numérique qui inclut la disposition, la typographie, les couleurs, etc. L'UX design, c'est l'expérience utilisateur qui se concentre en fait sur l'expérience utilisateur dans l'utilisation du produit. Donc, notre produit, pour la plupart, notre site Internet, en incluant la facilité d'utilisation, la satisfaction de l'utilisateur, la capacité du produit à répondre aux besoins des utilisateurs. Euh, voilà, donc l'UX design est assez crucial, assez important en fait pour le succès de notre produit numérique. Donc, je vais parler de produits parce qu'on peut parler de site internet, on peut parler d'applications suivant nos utilisations. Donc, c'est assez important parce qu'un design efficace, et ça c'est prouvé, permet d'attirer plus nos utilisateurs et surtout de les fidéliser à rester et d'améliorer leur satisfaction. Donc voilà. Donc je l'ai dit, UX, UI design, discipline qui vise à concevoir des bons produits numériques et des beaux produits numériques avec une interface utilisateur et une expérience utilisateur qui sont faites non plus pour nous faire plaisir à nous, mais qui sont faites pour nos clients, qui sont faites pour nos utilisateurs et qui permettent de les garder sur place pour éviter de leur faire peur et de les faire fuir. Plusieurs termes clés, plusieurs noms qu'on va évoquer tout au long de ce webinaire, qu'on va expliquer tout de suite et qui seront plus simples. Effectivement, dans l'UI, l'UX design, on utilise plusieurs termes qui sont couramment utilisés dans le process de conception.
On va avoir les wireframes, qui sont des dessins, des maquettes simples, qui permettent déjà de base, avant la création de notre outil, de se représenter et de représenter l'agencement des éléments de notre interface utilisateur. On va avoir le terme de prototype. Donc, les prototypes, c'est des versions un peu plus interactives et testables de nos produits Internet, de nos sites ou de nos applications, qui permettent en fait de tester la fonctionnalité et l'utilisabilité du produit. On va parler de tests utilisateurs. Alors, tout ce que je suis en train d'expliquer, c'est dans un monde ultra idéal. On va essayer de créer donc, des tests utilisateurs, donc qui sont des tests effectués auprès en fait, d'utilisateurs réels, de cobayes, pour évaluer l'expérience utilisateur et puis un peu recueillir leur impression, leurs commentaires et voir un petit peu ce qu'il en est. Ça existe un petit peu dans tout. Quand vous avez Marvel qui nous sort un super film au cinéma, Marvel fait d'abord une diffusion 1 mois et demi, 2 mois avant à des tests utilisateurs. Et s'ils sentent qu'il y a un truc qui ne va pas, ils vont remonter un petit peu le montage et changer un petit peu pour se dire, bon, bah, moi, ce que je veux, c'est que les clients qui vont au cinéma, ils soient super contents du film. Donc, d'après le test utilisateur qu'on a fait, ça et ça n'allait pas, on change. On va faire un peu la même chose. On va parler de persona. Donc ça, normalement, persona, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'artisan ou futur artisan, vous en avez entendu parler. Qu'est-ce que sont les personas? Ce sont des représentations fictives d'utilisateurs types, de clients types, de prospects types, qui vont aider les concepteurs, ou vous aider à comprendre les besoins et leurs besoins et leurs comportements, et du coup, vous permettre de créer un UI UX design qui les représente et qu'ils attendent. On va avoir d'autres termes qu'on va utiliser dans ce domaine-là. On va parler des cartes d'empathie, des flux de tâches, de modèles mentaux, schéma de navigation, etc., etc. Plein de gros mots, mais qu'on va regarder ensemble et qui sont quand même très bien et très compréhensibles. Dans un premier temps, les avantages à créer, concevoir et réaliser son UI UX design. On sait qu'il offre plein d'avantages significatifs pour les entreprises qui cherchent à développer leurs produits numériques. Tout d'abord, une conception centrée, je l'ai dit, sur l'utilisateur peut améliorer et va améliorer la satisfaction client en offrant une expérience utilisateur intuitive, fluide, agréable. L'UX, l'UI design peut aussi contribuer à réduire les coûts de développement en identifiant un petit peu les problèmes en amont, directement dans le process de conception. Au moins, on est sûr de pouvoir évaluer en faisant nos petits tests des potentiels problèmes qui peuvent arriver et puis du coup, on va pouvoir y répondre avant. Et donc, ça va nous éviter de perdre du temps, voire de perdre de l'argent si on doit réparer, modifier, faire des mises à jour. L'UX design peut aussi augmenter et va augmenter les taux de conversion, nos fameux taux de conversion, en offrant une expérience utilisateur convaincante et en fait en incitant nos utilisateurs à effectuer des actions spécifiques, comme l'achat d'un produit, la souscription d'un service, l'adhésion à une newsletter. Le but du jeu, c'est effectivement que ça vous rapporte à vous aussi des avantages certains pour votre entreprise. Et surtout, une conception, on va dire, efficace va et peut favoriser la fidélisation des utilisateurs en offrant une expérience cohérente, satisfaisante, qui va inciter tous nos utilisateurs à revenir sur le produit et à le recommander à d'autres personnes. C'est ça le but du jeu. On est toujours dans un esprit où on a besoin de vendre nos prestations, de vendre nos produits, ou en tout cas de nous garantir une visibilité. Et le but du jeu, c'est effectivement qu'on dise « Waouh, t'as vu? Va voir ». C'est ça, en fait, ce qu'on essaye de chercher en créant un design cohérent. Artisan, entrepreneur, à quel moment ça nous intéresse? Et bien, en fait, pour nous, artisans, entrepreneurs, l'UX design, c'est important, très important.
parce qu'on va du coup améliorer au maximum notre visibilité en ligne. Si ce n'est pas encore à améliorer, c'est à créer et donc à acquérir, on va dire, des clients et ces potentiels clients, du coup, à les garder, les fidéliser et est-ce qu'ils soient eux-mêmes, on va dire, vos commerciaux pour qu'ils puissent vous recommander. Donc, en fait, en créant une expérience utilisateur efficace, les futurs les artisans, enfin vous-même, vous pouvez rendre votre site web, votre application plus attrayant, plus facile à utiliser. Et ce qui va, du coup, je le redis, inciter nos utilisateurs à rester plus longtemps, à profiter du spectacle et à revenir surtout. Donc, nous, ça va nous aider, la conception, à nous démarquer de la concurrence en offrant quelque chose d'assez spécial, d'unique, mémorable, j'ai envie de dire, sur le principe. En outre, par exemple, en réduisant les obstacles à l'utilisation, trop de clics, trop de couleurs, trop d'informations en même temps, trop d'images de mauvaise qualité ou enfouies. L'idée, c'est ça, du coup. Et donc, à augmenter notre fameux taux de conversion, à fidéliser nos utilisateurs. Donc, en gros, une conception réussie en UX design peut contribuer complètement à la croissance de notre entreprise si on est déjà sur une expérience, sur un outil créé, ou en tout cas à très bien démarrer et très bien développer notre communication. Là, je vous passe un exemple de site internet. On est donc sur un wireframe, c'est une maquette, le site n'existe pas, mais c'est une maquette qui a été créée pour montrer et expliquer ce que peut donner un site internet créé avec un concept du UX design. On voit effectivement l'intérêt de ce genre d'outils. Donc, concrètement. Lionel, on est vraiment dans une nouvelle génération de sites et de graphismes. En fait, on va évoluer avec la mode, on va évoluer avec les créatifs, la création, et surtout, on va évoluer avec les utilisateurs. Aujourd'hui, en France, parce que ça change suivant les pays, suivant les cultures, mais aujourd'hui, le bon français a besoin d'avoir une information rapidement, sans aller chercher, sans devoir aller chercher sous 48 clics la bonne information. Et surtout, il n'a pas envie d'être embêté par des gènes visuels qui vont lui permettre, qui vont lui faire louper l'information. Donc, effectivement, on va s'adapter à la demande aujourd'hui. Aujourd'hui, l'UX design, c'est comme ça. Demain, le terme existera toujours, mais la recherche utilisateur, la demande utilisateur va évoluer. On évoluera donc aussi, nous, en ce sens-là. Si je fais une petite parenthèse, on en parlera un tout petit peu après sur le côté responsive, l'adaptabilité de nos outils pour les différents écrans. On voit bien qu'aujourd'hui, à 85-90% d'entre nous, nous allons sur Internet exclusivement avec nos téléphones et nos smartphones. Ça veut dire que nous sommes obligés de créer un site Internet qui a presque plus d'utilité sur un téléphone que sur un ordinateur. Parce qu'on ne va plus être sur un format 16 neuvième avec un menu et des clics. On va être sur un format téléphone, 6 pouces, 7 pouces, sur un format portrait, où la seule possibilité, et en tout cas la seule connaissance qu'on a aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le scroll. Ça veut dire glisser l'écran avec notre doigt et chercher l'information sans s'embêter sur des clics. Donc ça, c'est effectivement s'adapter à la demande et puis à l'utilisation des outils numériques d'aujourd'hui. Pour créer une bonne interface utilisateur, finalement, on ne va pas réinventer le monde sur certaines choses, mais on va retrouver des missions, on va retrouver des besoins qu'on connaît déjà, qu'on a déjà eu pour la création de notre logo, par exemple, qu'on a déjà eu pour trouver notre nom commercial, par exemple, ou pour faire notre petite étude de marché suivant les produits qu'on allait vendre. Finalement, on va retrouver un petit peu tout ça. Donc, le travail que vous avez déjà fait en amont sur vos personas, sur vos utilisateurs, on va pouvoir le réutiliser ici. Mais
En gros, pour réaliser une conception réussie, c'est essentiel de mener une recherche utilisateur approfondie, comprendre les besoins, les comportements, les attentes des utilisateurs. C'est ce que je viens d'évoquer un tout petit peu. Donc, cette recherche, elle peut inclure des enquêtes, des entretiens, des tests d'utilisabilité, des analyses de données qui permettent en fait, de recueillir toutes les informations utiles pour nous et pour guider la conception de notre site Internet, de notre outil numérique. Donc, une fois qu'on a terminé cette recherche-là, on va commencer la conception de l'interface de notre site, ce qui va nous impliquer de créer nos fameux wireframes, nos fameux designs, dessins, avec des maquettes qui décrivent un petit peu l'agencement des éléments de l'interface utilisateur, où c'est qu'on va positionner notre en-tête, le menu, le petit bouton pour accéder à tel ou tel endroit, les textes, les photos. Les designers, on va dire professionnels, ça existe, c'est leur métier. Eux vont utiliser des outils de conception pour créer ces designs, pour vous donner un petit peu pour vous donner une idée déjà très rapidement et très visuellement avec des visuels attrayants, cohérents, tout en s'assurant que le produit finalement et le design qu'on va créer va être facile à créer derrière, à coder et surtout facile à comprendre. Donc après par là, hop, on termine le dessin et on passe sur la phase de création de prototypes qui vont nous permettre de faire des tests qu'on va pouvoir envoyer à la famille, aux amis ou à des personnes bêta. Jusqu'à ce qu'en fait, et puis du coup, ça va nous permettre d'améliorer à chaque fois qu'on a un petit retour, jusqu'à ce que, en gros, les besoins utilisateurs sont satisfaisants. Voilà, et puis après, du coup, ce processus, on va le répéter jusqu'à ce qu'on réponde, on réponde à toutes les attentes, on repart de zéro et on remonte. Réaliser une conception, comment ça peut fonctionner? Donc, pour réaliser une conception réussie, on va répondre à certains besoins de base, on l'a déjà dit, essentiel d'avoir une connaissance approfondie de l'utilisateur cible, notre persona, ses besoins, son comportement, ses attentes en matière d'expérience utilisateur. Ça veut dire est-ce qu'il a besoin que tout soit catégorisé bien proprement dans un menu et donc on va faire défiler un menu qui va être assez large, assez complet, ou est-ce qu'il a un besoin d'avoir toute l'information sur ce qu'on appelle une landing page, c'est-à-dire sur la première page, on va avoir toutes les infos qui défilent d'un coup à minima. On ne va pas faire des pages qui défilent au kilomètre, mais ça veut dire que du coup, on va devoir bien gérer la taille du texte et surtout la quantité des mots pour que ça soit suffisamment d'informations, mais pas trop pour pas nous perdre. Donc, c'est important de comprendre le contexte d'utilisation du produit, c'est-à-dire voilà, comment et où les utilisateurs interagissent avec le produit et comment et où ils vont chercher l'information. Donc, ça va nous permettre de créer une conception qui tient compte des contraintes environnementales, techniques et pour offrir une expérience utilisateur au top, optimale en fait. Donc, c'est important de définir clairement les objectifs de notre produit, de nos prestations, de nos services, où on va, vers qui on va, comment on y va, en identifiant donc ce que le produit doit accomplir, comment. Ça permet de créer une conception en direct pour les utilisateurs. Et le but du jeu, c'est que ça soit votre commercial numéro un, en fait, votre site Internet, votre application. On n'oublie pas que le but du jeu, c'est de donner l'information le plus rapidement possible, le plus clairement possible, le plus intuitivement possible, et qu'on n'ait pas besoin de vous embêter par téléphone, par mail, par contact. Bonjour, est-ce que j'ai telle question, est-ce que vous faites ci? Bonjour, où est-ce que je peux trouver ça? Le but du jeu, c'est que vous avez un métier, que vous avez besoin de faire votre métier et que toute la partie commerciale et communication soit réduite au maximum pour vous laisser faire votre métier et que toutes les informations, on va dire, classiques les plus recherchées soient intuitivement trouvables sur vos outils numériques. Donc, pour ça, on va mettre en place un process de conception, test utilisateur, itération de conception. On va optimiser au maximum l'expérience utilisateur et on va s'assurer que notre produit est conforme aux besoins de nos utilisateurs. Alors, comment on va faire ça? Plusieurs possibilités, plusieurs techniques. Au plus simple, finalement, une page blanche A4, un petit crayon à papier, une petite règle, et on peut déjà commencer à créer, j'ai envie de dire, comme ça, si on aime bien. Maintenant, nouvelle technologie oblige, il y a des outils qui existent et qui nous permettent de réaliser ça
assez facilement, pour certains gratuitement, et de réaliser nos fameuses wireframes, nos fameuses maquettes. Donc, il existe pas mal d'outils de créa pour les professionnels généralement de l'UX design. Chacun ses avantages, ses inconvénients. On connaît Sketch, donc il y a un outil assez populaire pour la conception d'interface qui offre, voilà, qui est assez propre, avec une interface utilisateur justement assez intuitive et une grande flexibilité. Malheureusement, il est disponible uniquement sur Mac. Donc, pour les aficionados de la pomme, ça peut être sympa, avec du coup un coût à l'achat unique du logiciel, et puis des mises à jour gratuites, etc., qui vont suivre. Donc là, effectivement, on est sur un outil qui va servir beaucoup plus aux professionnels parce qu'à acheter, ils vont l'utiliser plus que nous. On connaît voilà, Adobe XD qui est un outil qui fait partie de la suite Adobe, donc Adobe, Photoshop, Illustrator, InDesign, etc. Ils ont également leur outil assez connu aussi pour les professionnels du design, qui va offrir des fonctionnalités de conception d'interface, de prototype, fonctionnalités d'intégration, et qui va du coup être assez sympa parce que tous les outils sont réunis en un. On va pouvoir gérer directement depuis Photoshop, gérer nos vecteurs directement depuis Illustrator. Donc en fait, si on aime bien et si on travaille déjà un petit peu sur la suite Adobe, pour les plus créatifs d'entre nous, ça permet du coup de relier un petit peu tout ça assez facilement et de ne pas avoir de problème d'export et puis de typage. Qu'est-ce qu'on connaît d'autre? On connaît InVision aussi, Studio, qui est un outil indépendant. Et on va connaître aussi Figma. Figma, c'est une alternative du coup qui permet une collaboration multiplateforme. Donc ça, c'est sympa, c'est-à-dire qu'en fait, du coup, Figma va nous permettre de créer et de rajouter du monde dans la base pour que ce monde-là puisse aussi intervenir. Donc, ça veut dire que nous, on va créer, mais j'arrive pas à tout faire. J'ai peut-être un copain, un ami ou un professionnel qui, lui, peut arriver à faire certaines choses. On n'a pas besoin de tout lui envoyer. On lui ouvre les droits, en fait, sur la plateforme un peu collaborative. On lui ouvre certains droits et du coup, il va pouvoir intervenir grâce à vous et au fait que vous vouliez accepter. Donc là, on voit un petit peu la plateforme, le back-office de Figma, à quoi ça ressemble. Vous voyez, c'est assez simple, assez propre. C'est rangé dans des cadres. Là, on est sur la création d'un wireframe, du coup, et puis tout simplement, du coup, bouton ici, texte là, des photos ici. On trouve des choses qui sont complètement vierges et vides, et puis on viendra les remplir un petit peu après. Alors, sur le principe, Lionel, on a une petite question. t'en prie, vas-y, coupe-moi, n'hésite pas. On parle souvent de Canva, nous, dans nos ateliers et dans nos outils qu'on préconise. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec Canva? Canva, oui. Alors, en soi, on peut le faire. Après, ça devient difficile, Canva, parce qu'on est vraiment sur une création visuelle comment dire, de publicitaire, commerciale, etc. Et non pas trop technique. En soi, ça peut être réalisable. On peut faire des formes, etc. Mais l'outil n'est pas forcément créé pour, et ça peut être un peu compliqué, un peu embêtant. Mais en soi, l'outil peut nous permettre de le faire, tout à fait. C'est bon pour toi? Oui, oui, c'est bon, tu peux continuer. J'ai quelques questions, mais on va les garder pour la suite, Allez, notamment vas-y, vas-y, vas-y. au niveau du référencement. On en parlera peut-être juste après. Ouais, d'accord. Ok, pas de souci. Les professionnels, on parle de tout ça. Alors, on n'a pas tous les mêmes capacités, les mêmes connaissances, le même temps, du coup, pour pouvoir réaliser correctement ce concept du X, du e-design. Et aujourd'hui, des nouveaux métiers émergent, des nouveaux métiers existent dans la communication. Donc, c'est des branches de branches de branches ultra spécialisées qui font que ça. On va avoir effectivement le designer UX qui, lui, va être intégralement responsable de la recherche utilisateur. Donc, ça veut dire de gérer et de comprendre ce que va attendre l'utilisateur par l'expérience du site Internet. On va avoir le designer UI qui, lui, va être complètement dans la création de l'interface, donc un designer à part entière pour nous créer voilà, des interfaces attrayantes, fonctionnelles, et qui va, lui, du coup, utiliser tous ces fameux outils qu'on vient de voir juste avant, avec des wireframes, des prototypes, etc., etc. Si on englobe un petit peu ces deux personnes-là, et parce que on ne va pas forcément trouver ça
dans tous nos départements ou dans notre région, parce qu'on va être sur des métiers qui vont être peut-être plutôt grandes villes, grosses entreprises. On n'oublie pas que nos graphistes, nos bons graphistes, normalement se forment jour le jour et en continu sur toutes ces nouveautés-là. Donc, évidemment que le graphiste, lui, va jouer un rôle aussi, un graphiste indépendant, un graphiste freelance, qui va normalement vous proposer ce genre de choses, et qui va jouer un rôle, du coup, assez important dans la création de tous les éléments visuels, les icônes, les illustrations, etc. Les développeurs, donc ça veut dire les créateurs de sites Internet, les codeurs, si je vulgarise un petit peu. Les codeurs vont par obligation aussi se former un petit peu à tout ça parce qu'ils vont être de très bons codeurs, mais du coup, en interface, en design, ils auront peut-être un peu moins de connaissances, peut-être un petit peu moins d'idées. Lorsqu'ils sont lancés forcément à leur compte, par obligation, ils doivent proposer ce genre de service. Donc, voilà, en gros, chacun de ces professionnels a un rôle spécifique dans le développement de l'UX design, mais on peut retrouver en un, ou alors ils vont tous travailler ensemble pour créer une interface efficace, cohérente, propre et qui répond du coup aux besoins de nos clients, de nos utilisateurs. Donc Lionel, ça veut dire que pour l'instant, il faut mieux faire appel à un pro que, on va dire, le commun des mortels qui essaye de faire quelque chose de lui-même. J'en viens. J'en viens tout de suite maintenant. Apprendre à réaliser nous-mêmes l'UX design avec les bons outils. Je le disais tout à l'heure, on peut tout à fait le réaliser avec une belle feuille à papier, une belle feuille blanche, des crayons à papier, des crayons couleur, et on peut réaliser ça nous-mêmes de base dans la réflexion de notre interface. Maintenant, aujourd'hui, effectivement, c'est un concept, même s'il est connu depuis des années dans la création, qui devient très important aujourd'hui. On voit bien que l'utilisation Internet a beaucoup changé et qu'on va cliquer très vite, sortir très vite. Si on ne trouve pas ce qu'on a besoin, on va vite zapper, on passe d'une page à l'autre. Donc, ça devient important pour nous, artisans, entrepreneurs, tous ceux qui ont un besoin de visibilité, ça devient important du coup finalement de s'y attarder et de réfléchir. Mais on n'a pas tous les moyens, le temps, l'argent de faire appel à un professionnel. Aujourd'hui, malheureusement, comme c'est un concept un petit peu nouveau et qui est encore, on va dire, dans les grosses entreprises et qui peut coûter assez cher parce que plus il y a d'heures de créa et plus ça facture, on va pouvoir essayer de se débrouiller nous-mêmes. Donc, il va y avoir plusieurs possibilités, plusieurs ressources pour nous aider les artisans, les entrepreneurs à apprendre à réaliser cette conception UX, UI design. On va pouvoir trouver, j'ai fait la recherche, j'ai regardé moi-même, on va trouver des tutos assez facilement maintenant sur YouTube ou même des tutos écrits avec des cours en ligne sur des plateformes qui vont nous expliquer, un peu comme nous aujourd'hui. Alors nous, aujourd'hui, on est dans un concept de présentation générale, mais il va y avoir des tutos très spécifiques à la création de tel élément, à la recherche de notre persona. On va pouvoir trouver un petit peu tout ça si on est intéressé, si ça nous fait, voilà, si ça nous donne envie, on va pouvoir nous s'y intéresser et regarder grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet. On va trouver effectivement après des outils pour pouvoir créer ça online. Tu parlais de Canva tout à l'heure, je le disais, pourquoi pas, ça fonctionne pour réaliser un petit peu nos maquettes. Figma, Sketch, on l'a vu tout à l'heure, qui sont faciles à utiliser quand même pour les novices, les débutants et qui offrent des fonctionnalités de base gratuites. On a toujours une fonctionnalité de base et puis, si on veut faire plus, une fonctionnalité payante. Mais de base, on va trouver des choses qui sont assez sympas pour créer notre interface. Et puis après, si on a vraiment envie d'aller plus loin et de se renseigner, et ben effectivement, des livres spécialisés, ça existe, les magazines spécialisés, ça existe, les communautés en ligne sur les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, etc., ça existe aussi. On peut trouver des groupes ou des événements avec des formations. On peut trouver des formations en ligne. Alors là, on est sur un concept aussi payant. Il faut voir un peu la rentabilité
de tout ça. Mais tout ça peut nous aider, nous, à créer par nous-mêmes nos maquettes, nos prototypes et puis notre concept du X8 design. Donc, c'est important en fait de se dire, de noter que cette conception-là, en fait, c'est un process continu en fait. Du coup, on va le créer aujourd'hui, mais ça va être nécessaire de pratiquer et de vérifier régulièrement pour que en fait notre site soit toujours à la demande de l'utilisateur. On sait que on est généralement sur de la génération numérique, une génération, alors ça va de plus en plus vite, mais une génération numérique, on est autour quand même de 3, 4, 5 ans grand max aujourd'hui. On peut être tranquille pendant 3, 4, 5 ans. On sait que ça va changer encore assez rapidement. Le site Internet, j'en suis sûr, d'ici quelques années, une dizaine d'années, va être amené à disparaître au profit du méta, des réseaux sociaux. On va voir d'autres choses. Donc, c'est effectivement peut-être prendre du temps aujourd'hui, mais à changer prochainement. Tout ça est dans la réflexion, mais malheureusement, on doit être dans l'actualité. Si aujourd'hui l'actualité c'est ça, il faut qu'on y soit. C'est pas pour être comme tout le monde, c'est juste que nous on a un produit, on a des services, on veut vendre, on veut se faire connaître, on veut travailler, on veut gagner de l'argent, et donc du coup il faut répondre un petit peu à tout ça pour pouvoir être vu et bien vu en fait. Alors, notre petit concept, notre petit processus de conception, on l'a vu, je fais un petit check-up, on va dire. Concept de conception, recherche utilisateur 1, donc une étape qui implique du coup la collecte de nos infos. Définition de nos objectifs, donc on va définir les objectifs du produit, du service, pour pouvoir résoudre un petit peu nos problèmes en amont. La création de nos fameux personas, donc on va aller réfléchir à qui sont nos personas, donc notre public cible, qui représente un petit peu tous les types d'utilisateurs potentiels de nos produits. La conception de l'interface, qui consiste donc à concevoir un petit peu visuellement parlant notre interface pour répondre aux besoins et aux objectifs qu'on aura vus juste avant. Notre fameux wireframing, donc les schémas de conception assez simples qu'on a pu voir, gris, blanc, sans mettre trop d'images, mais avec images, boutons, texte, etc. On développe avec une version prototype, où là, on va être un petit peu plus, voire complètement numérique et visuel attractif. Nos petits tests utilisateurs, tiens, ça marche, regarde, qu'est-ce que tu en penses? Bim, OK, là, tu as une idée, ah ouais, tu as raison, ça ne fonctionne pas, je vais essayer de corriger ça, on repart. Et la finalisation de notre conception dans la création du coup de notre outil en lui-même. Donc, on passe d'une idée à un produit. Comprendre les utilisateurs, prioriser l'objectif de notre interface, simplifier l'interface, créer une hiérarchie visuelle, tester et itérer. Voilà, en gros, si je reprends tout ce qu'on vient de voir en amont. Nos fameux personas, on en a déjà parlé. Je me permets de faire un petit focus là-dessus parce que même si vous le connaissez, même si vous l'avez déjà vu, pour votre entreprise, pour votre étude de marché, pour vos autres outils, c'est toujours important de se remettre dedans. Comprendre les besoins et les motivations de nos utilisateurs. Un persona, c'est un outil, en fait, qui nous permet de créer une représentation fictive de nos utilisateurs, qui se base sur les données démographiques, les comportements, les attentes, les besoins réels. Ça, nos personas, vous le créez, vous l'avez déjà créé avec votre étude de marché, avec la recherche d'utilisateurs, peut-être des petits entretiens, des petites questions-réponses, des observations, tout simplement. Vous allez voir un petit peu comment les gens, vous voyez comment les gens utilisent Internet, cherchent vos produits, trouvent vos produits. Et donc, nous, on va se créer un petit peu des fiches pratiques, on va se créer un petit peu des fiches mots-clés pour un petit peu trouver ces personas. Donc là, si on prend l'exemple de personas qui vont aller en station de ski, eh ben, on va avoir des personas qui sont différents parce qu'on ne va pas avoir les mêmes personnes qui vont aller. Donc, on le voit là assez facilement, assez simplement. J'ai fait exprès de sortir du contexte artisan et entrepreneurial pour vraiment vous donner une idée complètement extérieure et qu'on ne soit pas enfermé dans notre domaine à nous. Mais c'est voilà, comprendre les besoins, les motivations de nos utilisateurs, donc identifier les caractéristiques des utilisateurs ciblés,
Là, on voit qu'on en a plusieurs. La famille, les habitués, le jeune fou, le professionnel, et puis la nature et la baladeuse, du coup, qui va être un petit peu plus dans la découverte. Tout ça, c'est des personnes qui vont aller en station de ski, mais qui vont avoir des attentes différentes, des besoins différents, qui vont peut-être louer du matériel complètement différent. Et donc, en fait, avec tout ça, on va pouvoir répondre au maximum à nos différents utilisateurs. Peut-être que nous, on n'en aura qu'un, peut-être que nous, on n'en aura que deux de personas parce que notre communauté, notre public va être assez centralisé. Et dans ce cas-là, tant mieux, on va pouvoir répondre facilement. Donc, effectivement, on va créer une expérience utilisateur adaptée à chacun, se focaliser sur l'utilisateur, anticiper au maximum les problèmes, je l'ai déjà dit, et puis, du coup, gérer un petit peu la conception en créant un référentiel, on va dire, commun pour chacun. Hiérarchie visuelle. Ça, on en parle dans la construction de notre identité visuelle, dans la construction de nos logos, par exemple, dans la conception de nos outils, plaquettes, cartes de visite, flyers, évidemment, site Internet. On y vient. En UI design, pour l'interface utilisateur, les différents éléments clés de notre conception vont être assez similaires en ce qu'on a déjà vu. La typographie, le texte, ça joue un rôle super important dans l'interface utilisateur pour faciliter la lisibilité, la compréhension des informations. Donc, en fait, c'est super important de choisir une police adaptée à l'objectif de l'interface et d'utiliser une hiérarchie de taille et de police pour mettre en avant les informations importantes. On va éviter d'utiliser des polices d'écriture qui sont un peu trop originales et qui fait que du coup, on va être obligé de plisser les yeux, froncer, agrandir l'écran pour le dire comme il faut. Ça, même si c'est joli, c'est mauvais sur le numérique. Du coup, ça ne fonctionne pas. La couleur. Donc là, la couleur, notre élément clé, évidemment, de l'UI design, qui va obligatoirement influencer l'ambiance générale de l'interface. On a fait, nous, des webinaires là-dessus, sur la création de logos, la création de son identité, et on affirme qu'effectivement, trouver la bonne couleur pour notre identité visuelle est importante parce que chaque couleur va nous apporter un sentiment, va nous apporter une valeur, va nous apporter un ressenti, nous, clients, futurs clients. Et donc, l'idée, c'est évidemment pour la création de nos outils de suivre la charte graphique qu'on se fera donner avant, avec toutes ces valeurs-là et toute cette recherche-là, et donc de choisir une palette de couleurs adaptée pour l'interface, créer une hiérarchie de couleurs pour aider l'utilisateur un peu à comprendre les informations. Si on a plusieurs pages, plusieurs menus, plusieurs catégories, peut-être qu'effectivement pour lui dire que ici c'est telle catégorie, on va être sur du bleu, ici on va être sur du vert. Voilà, essayer de trouver quelque chose pour ne pas perdre l'utilisateur parce qu'il y aura beaucoup d'informations. La mise en page, évidemment importante, l'organisation visuelle des différents éléments de l'interface. Donc, c'est important de créer une hiérarchie simple, claire, pour aider l'utilisateur à naviguer dans l'interface en fait, facilement, clairement, et à trouver les informations importantes. On est toujours là-dessus, on est toujours sur le… N'oublie pas que notre site Internet, c'est pour donner pour la plupart des informations et donc les trouver. Nos petits accompagnements, les icônes, par exemple, qui vont être des éléments visuels qui vont nous aider un peu à communiquer rapidement. Donc ça, on le voit de partout et de plus en plus. On ne met plus mail, deux points, on met le petit logo arrobase. On ne met plus téléphone, deux points, et notre numéro de téléphone, on met un petit icône téléphone. Donc tout ça, en fait, c'est rentré dans la tête des gens, hein, du coup, et ça va nous aider, du coup, à donner l'info rapidement par un élément. Donc, visuellement parlant, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus concis, beaucoup plus propre, mais ça amène exactement la même information. On sait exactement de quoi on parle. Donc, c'est important de choisir des icônes claires, facilement reconnaissables, qu'on connaît un peu tous, pour améliorer, du coup, l'utilisabilité de notre interface. Les images, les illustrations, évidemment, souvent utilisées pour apporter une dimension visuelle à l'interface. Donc, c'est très important de choisir des images, des illustrations qui vont renforcer un petit peu l'objectif de notre interface, de notre produit numérique, de notre site Internet, et de les intégrer de manière cohérente.
On a un super webinaire vendredi après-midi sur la bonne conception, la bonne réalisation de nos photos et de nos visuels pour nos outils. Je vous conseille vivement du coup d'y être et on vous expliquera pourquoi effectivement c'est important de faire nous-mêmes ou de faire professionnellement des images, des photos, des contenus pour nos outils et vous verrez que ça fonctionne bien. Lionel, j'ai une petite question. Vas-y. On sait qu'en ce moment, dans Windows, il y a un nouveau mode qui est un petit peu d'actualité, qui est le dark mode. Est-ce Ouais. que c'est judicieux ou pas? Est-ce qu'il faut l'utiliser ou pas? Alors, si je puis me permettre, du coup le Dark Mode, tu as 5 ans de retard, là, du coup, Pascal. Il y a eu effectivement un gros concept. Alors, le Dark Mode qui était. C'est une question d'un de nos auditeurs, il va être OK. content. Alors, sans vouloir offenser un de nos auditeurs, le Dark Mode était effectivement, il y a 4 5 ans en arrière, dans un principe, dans un concept d'économie, d'énergie, développement durable, pour éviter que ça éclaire trop, pour éviter de s'abîmer les yeux et pour faire des économies d'énergie. On en a usé et reusé et en fait, on voit que ça n'a pas forcément marché, ça n'a pas forcément adhéré, on va dire, pour la majorité des utilisateurs qui étaient tellement habitués à un mode clair, blanc, et ça n'a pas fonctionné. Donc, du coup, en termes de design, en termes de conception, si je reste vraiment dans la ligne directive de ce webinaire, pour nos utilisateurs, le dark mode aujourd'hui n'est pas une demande. En tout cas, n'a pas un pourcentage énorme de personnes. Si vous demandez à 100 personnes, à peu près 90 vont vous dire je préfère l'interface classique côté blanc que l'interface dark côté noir. Du coup. Donc, si nous, on veut répondre à ces utilisateurs-là, qui peuvent être nos clients, et si on ne veut pas les embêter du coup avec quelque chose qu'ils n'aiment pas, on va répondre à la demande et on va rester sur le principe du clair et du plus connu. Ok, Voilà, donc là, merci. alors là, ouais. Oui, je t'écoute. Non, vas-y, tu peux Non, c'est bon, continuer. ok. Voilà, donc ça, c'était pour vous montrer un petit peu un exemple de mock-up, mais je vois que la qualité n'est pas extraordinaire, donc pas beaucoup d'intérêt. On va reprendre un petit peu plus voilà, en détail. On a parlé de nos fameux wireframes. Qu'est-ce donc? Donc, représentation visuelle en 2D, en fait de l'interface utilisateur qui montre donc, du coup, surtout l'organisation, pardon, je vais aller trop vite, l'organisation des éléments, pardon, de l'interface sans se concentrer trop pour le moment sur le design graphique ou les détails esthétiques. On va être vraiment sur le principe de globalité. Donc, c'est une étape un peu préliminaire dans le process de conception de l'interface qui va nous permettre de planifier l'agencement des éléments clés, les menus, les boutons, les formulaires, les images, les zones de texte, etc. Donc ça, on l'a vu, la création d'un wireframe, je l'ai dit, je le redis, on peut partir tout simplement d'un bon dessin à la main et de réaliser ça avec une méthode rapide. On va faire des petits croquis, dessiner, mettre en haut à droite, voilà, pour ce principe-là. On va utiliser nos outils comme on l'a vu tout à l'heure, Figma, Adobe XD, Sketch, etc., qui peuvent nous apporter un petit peu plus de précision et surtout peut-être arriver à se projeter un petit peu mieux parce qu'on va être vraiment sur l'ordinateur et donc sur un encadrement numérique un petit peu plus propre et rendre ça un petit peu plus interactif. On va mettre en place des grilles de mise en page, donc avec effectivement des wireframes qui sont structurés de manière cohérente et qui vont nous donner un petit peu des guides pour pouvoir positionner tous nos éléments et créer une hiérarchie visuelle comme on l'a déjà vu. Donc, on voit un petit peu ce que ça peut donner dans une idée de kit. Hein, en fait, du coup, lorsqu'on utilise un outil, Figma, XD, il va nous proposer ces kits-là, hein, en fait, qui sont des kits qui vont nous permettre de réaliser un petit peu notre wireframe. Donc, en gros, voilà, les wireframes, c'est des outils essentiels pour la conception d'interface utilisateur qui vont nous permettre et permettre aux concepteurs de planifier l'agencement et la structure de l'interface avant de se concentrer sur les aspects un peu esthétiques, graphiques avec du coup des possibilités variées. Mais là, on peut, comme vous le voyez, trouver un petit peu tout ça et dire, tiens, hop, je prends le bouton, je le mets là, je prends le petit texte, je le mets là, j'ai mon petit page descend. Et voilà, on va avoir un petit peu la possibilité d'avoir tous ces kits qui vont nous permettre de réaliser facilement tout ça. Si vous êtes ultra manuel et qu'on ne peut pas aller sur ordinateur,
on peut trouver ce genre de kit à imprimer et puis s'amuser à faire un petit peu de scrapbooking, j'ai envie de dire, à découper et à créer son interface comme ça. Ça fonctionne, je l'ai déjà fait avec une artisane qui a adoré faire ça. Alors, elle était très manuelle et elle adorait ce côté créatif, mais du coup, elle a conçu toute sa maquette comme ça, qu'elle a pu transmettre après, parce qu'elle n'avait pas l'envie et les capacités de réaliser elle-même son site internet, mais elle a pu transmettre cette maquette-là à un professionnel qui, du coup, est parti avec quelque chose assez propre dès le début, en fait. Wireframe, on part sur le prototypage et là, du coup, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc, le prototype en UX design, donc une représentation interactive, fonctionnelle d'une interface utilisateur qui marche, qui n'est pas en ligne, mais qui marche, et qui permet les prototypes qui nous permettent de tester nos idées de conception, de recueillir des commentaires des utilisateurs, comme je disais tout à l'heure dans les tests, avant de passer à la phase de création, de développement en fait. Donc les prototypes peuvent être créés à différents niveaux de fidélité. On va retrouver basse fidélité, moyenne fidélité, haute fidélité. Donc là, c'est en fonction, on va dire, de nos outils et en fonction aussi des différents niveaux où on en est. Donc je remets ça. Là, on trouve effectivement l'idée visuelle de ce que je voulais dire. Le wireframe, simple, juste pour trouver où vont aller les éléments. Le mockup, qui a un autre nom utilisé, qui va être du coup la même chose que le wireframe, donc ça veut dire non cliquable, non utilisable sur Internet, juste une image, un dessin, mais beaucoup plus détaillé. Et notre fameux prototype qui, lui, va être sur Internet, qui, lui, va être utilisable avec des boutons actifs, etc. Donc, en gros, les prototypes, c'est des outils essentiels pour la conception de notre interface qui permettent aux concepteurs, donc potentiellement à nous, de tester nos idées, de recueillir des commentaires, ça je l'ai dit, etc., etc. Et d'aller après un petit peu plus loin dans la basse fidélité, moyenne fidélité, haute fidélité, pour se dire qu'on peut aller au bout du bout. Encore une fois, ce webinaire a vocation à être dans un monde idéal. Je sais que tout le monde ne peut pas, tout le monde n'a pas le temps, mais le fait de comprendre tout ça peut déjà nous mener quelque part dans la réflexion et la conception de nos outils numériques. Une fois qu'on aura fait un petit peu tout ça, on a réfléchi, on a fait nos personas, on a fait nos wireframe, mock-up, prototypes, on va le tester. Alors, plein de tests. Là, je vous ai fait le listing des super tests, de super agences, de super créateurs. Nous, tout simplement, nos tests utilisateurs, on va faire évaluer notre outil par des critiques d'expérience utilisateur, comme je reprenais par exemple l'exemple tout à l'heure du cinéma, et de recueillir un petit peu tous les commentaires sur l'interface et mesurer un peu la facilité d'utilisation. Le but du jeu, c'est de montrer un outil, de dire, tiens, regarde, j'ai réfléchi à ça, qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi. Et donc, c'est important pour nous permettre après de créer et de répondre aux besoins et de se dire, OK, je n'avais pas pensé à ça. Pour moi, ça me paraissait logique de le faire comme ça, mais finalement, je vois bien que sur 10 utilisateurs, j'en ai 6 qui vont dans l'autre sens. Donc, peut-être que du coup, j'ai réfléchi d'un autre côté. Donc, répondre aux attentes et qui va du coup améliorer l'engagement, la fidélité, la rétention de nos utilisateurs et qui vont rester plus facilement, plus longtemps et surtout revenir. Voilà, après, on va aller test à laboratoire, test à distance, test d'utilisabilité, etc., qui sont des termes utilisés ultra professionnellement et qui nous vont pas forcément nous intéresser au bout du bout. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que les tests utilisateurs sont quand même une partie super importante du process de conception. On va pouvoir imaginer plein de choses, on va pouvoir avoir plein d'idées, on va pouvoir maqueter plein de choses, mais on reste dans notre monde à nous et on n'est pas encore sorti dans le monde extérieur. Donc, il faut vraiment absolument sortir pour se dire, est-ce que j'ai bien fait mon travail de réflexion et donc, du coup, que je n'ai pas été mauvais sur les attentes de mes utilisateurs. Donc, créer des interfaces qui vont répondre aux besoins, aux attentes et qui vont contribuer à améliorer l'engagement de nos utilisateurs sur nos outils. On va retrouver un peu plus en détail dans nos sites Internet des éléments un petit peu clés.
qui sont aujourd'hui, 2023, actuellement, des choses qu'on peut retrouver parce que à la mode, parce que facilement réalisables, parce qu'ils apportent un petit quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, ça plaît au plus grand nombre. Donc, on va trouver ce qu'on appelle des micro-interactions, des éléments d'interface qui vont répondre à une demande. Aujourd'hui, ce qui fonctionne pas mal, c'est l'animation. Donc, les animations, c'est des mouvements visuels qu'on va retrouver sur nos sites Internet et qui produisent une action de par l'utilisateur comme un clic sur un bouton et qui peuvent amener à indiquer quelque chose. Donc là, vous voyez, du coup, aujourd'hui, on est vraiment sur un principe simple qui annonce quelque chose et qui nous montre quelque chose avec une petite animation toute propre. On garde les effets visuels du moment, on garde les couleurs du moment, le design, la recherche, et se dire que ça peut apporter quelque chose. Donc là, ce que je vous montre, on est vraiment dans un générique qui n'apporte rien puisqu'on n'a pas de contexte, mais dans l'idée, c'est ça. On va retrouver par la suite comme élément ce qu'on appelle des notifications. Donc, notifications, ça on connaît, on en a tous sur nos téléphones. Donc, les notifications, c'est des messages qui apparaissent pour informer l'utilisateur d'un événement spécifique, pour signaler une erreur, une confirmation, fournir des informations à l'utilisateur. Donc, ça, ces notifications, c'est des choses qu'on peut retrouver et qu'on peut mettre en place principalement dans la création de nos outils, de nos applications téléphone. Pardon. On va retrouver ce qu'on appelle des over-effects. Les over-effects, en français, sont des changements visuels, mais ça, on le voit déjà un petit peu partout, mais c'est bon de le connaître. C'est des changements visuels qui se produisent quand l'utilisateur fait quelque chose avec sa souris, qu'on survole un élément, qu'on clique sur quelque chose. Et en fait, ça va amener un petit peu plus d'interactivité sur les éléments de l'interface. Bim, hop, tac, hop. C'est clair, c'est pas long, et ça permet d'apporter un petit quelque chose et un petit plus visuellement parlant aujourd'hui. Un autre élément qui nous plaît bien, les boutons de partage, donc qui sont des éléments d'interface qui nous permettent de partager sur les réseaux sociaux, de partager à nos amis, donc des boutons qui peuvent être utilisés qui vont être utilisés pour encourager nos utilisateurs à partager. On n'oublie pas que nous, notre but premier, c'est d'être visible de plus en plus et de plus en plus loin et à plus en plus de monde. Donc, on va aider les gens et conseiller les gens à partager un petit peu tout ça. On va trouver après des éléments, là, où on rentre un petit peu plus dans le détail, donc les loaders, qui sont des animations d'attente en français. Donc, c'est des petits éléments qui, vous savez, c'est la petite roue qui tourne quand la page elle est en attente ou quand on attend quelque chose. Donc, on va retrouver des éléments qui sont assez classiques, assez connus, mais qu'on peut, nous, complètement personnaliser pour nous et pas toujours avoir les mêmes choses que tout le monde connaît et que tout le monde a déjà vu. Donc, on peut trouver des choses qui sont un petit peu plus originales. Je fais une petite pause, Pascal, question si tu en as. Alors, je ne sais pas si tu vas aborder la question un petit peu plus tard, mais quid du référencement avec tous ces outils-là? Parce qu'on est sur des outils visuels. On dit qu'il faut mettre beaucoup de texte, qu'il y ait du contenu dans nos sites. Et comment est-ce que ça gêne le référencement? Est-ce que ça l'optimise? Quel est le lien avec le référencement? Alors, sur le référencement, ça ne va rien changer en termes de référencement, on va dire sur le principe du référencement, parce que pour ceux qui le savent, le référencement est très, très important. Il y a plein de manières de le faire. Pour ceux qui ne le savent pas, nous avons un webinaire dans la semaine pour ça. Donc, je vous invite aussi à vous y inviter. Mais non, ça ne va pas changer. Donc, quand effectivement, le référencement, ce sont des mots-clés textuels qu'on va mettre soit dans des métabalises, soit dans le texte de notre site Internet, et ben en fait, nos images et tous les éléments visuels qu'on va y ajouter auront aussi ces métabalises et ces mots-clés. C'est-à-dire que lorsqu'on va créer des photos qu'on va mettre sur notre site Internet, la photo, au lieu qu'elle s'appelle ph3226.jpg parce qu'elle sort directement de l'appareil photo, on va la renommer
et on va l'appeler mots-clés, artisan, boutique, et on va installer tous nos mots-clés dans l'intégralité de nos visuels. Et ça va compléter, voire améliorer le référencement parce que autant de visuels qu'on aura, autant de mots-clés supplémentaires qu'on pourra ajouter sur ces visuels. Et donc, un référencement beaucoup plus important. On sait aujourd'hui que l'algorithme, Google notamment, mise de plus en plus sur le visuel, justement, parce qu'il y a de moins en moins de textes, de moins en moins de commentaires et de plus en plus tout à fait d'images, de photos. Et donc, du coup, ils ont modifié leur algorithme pour qu'ils prennent en compte plus maintenant le visuel et les images. Donc, ça devient de plus en plus important lorsqu'on ajoute nos visuels, même quand on ne fait pas du design, quand on crée un site internet sur WordPress ou autre, ça devient très important de penser à renommer et à indiquer sur nos éléments visuels tous ces fameux mots-clés pour notre référencement. Et par rapport aux outils, justement, tu en parlais à l'instant, quid des relations avec du WordPress, du Wix, du Jimdo, et cetera? Est-ce que c'est préférable d'utiliser certains outils ou moins que d'autres par rapport à ce que tu as évoqué jusqu'à maintenant? Alors, en fait, du coup, l'outil de création site internet va être, c'est une chose, la création du site va être complètement indépendant. Donc, en fait, là, les outils qu'on a vus et le principe, le concept de l'UI design, on va pouvoir le mettre en place sur n'importe quel outil de création. Alors évidemment, WordPress.org va être l'outil le plus connu et le plus utilisé par les professionnels, mais tous les autres outils, Wix, Joomla, etc., sont d'autres outils qui vont nous permettre sans aucun problème de réaliser tout ce qu'on a fait en amont dans le maquettage de notre UI design. Ils sont faits pour ça. Donc, ni plus ni moins. Quel est le meilleur et quel n'est pas le meilleur? Chacun a ses avantages, chacun a ses inconvénients. On l'a vu lundi matin avec nos collègues Mélodie et David sur la présentation de la création d'un site internet. Voilà, c'est en fonction des besoins et en fonction du temps et en fonction de l'argent qu'on va utiliser notre outil de conception. L'UI design, lui, le process du design va juste nous apporter une facilité dans la créa parce qu'on l'aura déjà défini avant. Et au lieu de perdre du temps à trouver un modèle, à trouver des templates, à chercher un petit peu comment bien faire, on aura déjà tout fait ce travail-là et l'outil va juste nous servir à le réaliser. Ok, bah, tu as répondu aux questions. J'en ai fait quelques-unes en back-office, donc je te laisse continuer. Ok, ben on arrive vers la fin et on arrive dans les détails. Conception responsive. Vous en avez certainement entendu parler. Moi-même, je l'ai évoqué là juste au début. Qu'est-ce que c'est la conception responsive? C'est en fait créer un site Internet adaptable à tous les écrans de notre quotidien. Aujourd'hui, quand on parle site Internet, on pense juste ordinateur et écran d'ordinateur. Faux. Maintenant, du coup, il y a plein de tailles différentes, des tailles voilà, d'écran qui varient considérablement d'un appareil à l'autre. Du coup, si je prends l'époque des années 90, on était sur les Tamagotchi avec un écran de 0,2 pouces. Aujourd'hui, on a des super écrans télé qui dépassent les 2,20 m de diagonale. On a nos téléphones qui varient tous entre, on va dire, 4 et 7 pouces sur un format plus ou moins 14 neuvième, 16 neuvième. On a nos tablettes qui sont pareilles entre 7 et 12 pouces et qui varient aussi en format. On a nos books, nos e-books qui sont entre 13 et 15 pouces. Nos écrans d'ordinateur portables entre 15 et 17 pouces. Nos écrans d'ordinateur fixes qui peuvent monter jusqu'à 24 pouces. Donc, en fait, on a toutes les tailles d'écran possibles et il faut donc bien réfléchir à ça et bien concevoir son site Internet, ses outils adaptables pour l'intégralité de nos écrans. Qui dit donc écran, dit donc résolution. La résolution des appareils, ça varie également et ça peut du coup affecter un peu la façon dont le contenu est perçu. Plus la taille et la résolution est bonne, plus il faut qu'on ait des images, nous, de très bonne qualité pour éviter que ça soit pixelisé, moche, difficile à lire, pas clair. La mise en page, évidemment, la mise en page de notre interface, il faut qu'on y réfléchisse. Donc, on va essayer d'y réfléchir pour 2, voire 3, voire 4 écrans. Et peut-être qu'elle va changer. Aujourd'hui, tous les créateurs de sites Internet
WordPress, Wix, nous permettent de créer des interfaces différentes en fonction des différents écrans et voire même de le réaliser directement pour nous. Donc ça, on y pense bien à la mise en page. La typographie, évidemment que si on met une police d'écriture 14 ou 16 sur l'ordinateur, la 14 ou 16 sur le téléphone, ça nous fait 2 mots sur un écran. Et là, on va défiler ad vitam aeternam pour tout lire. Donc, il va falloir adapter aussi notre police d'écriture en fonction des appareils et des tailles d'écran. Les images, je l'ai dit, du coup, en fonction des écrans et des outils, adapter un petit peu tout ça. Une belle image en format paysage sur un beau 16 neuvième de notre écran d'ordinateur. Sur notre petit téléphone qui, lui, est au format portrait en 6 pouces, il va être du coup au format paysage tout petit au milieu de l'écran et on ne va rien y voir. Donc, il va falloir effectivement repenser à retailler l'image pour la mettre au bon format finalement. Donc là, vous le voyez, en clair, en résumé, le design responsive, la conception responsive, c'est un aspect important, crucial même de l'UX design parce qu'il garantit une expérience utilisateur cohérente, optimisée pour tous les types d'appareils, pour tous les types d'écrans. Donc, à prendre en compte les facteurs clés lors de la création d'un design, on l'a vu, taille d'écran, résolution, mise en page, typographie et image. Là, je voyais, j'en ai même pas parlé, j'ai parlé pour rigoler des Tamagotchi, mais il y en a effectivement aujourd'hui toutes nos montres connectées qui nous apportent aussi beaucoup de choses, où là, on est sur un tout petit écran et qui peut aussi être utilisé pour certains d'entre nous. Donc là, on le voit, ordinateur, fixe, MacBook, tablette, écran, etc. Les tendances actuelles. Je l'ai dit au tout début, en fait, l'UX design va évoluer et évolue en fonction des tendances, de la mode et surtout des besoins utilisateurs. Aujourd'hui, design épuré minimaliste. Donc, c'est aujourd'hui ce que recherchent en majorité du coup les utilisateurs, tendance populaire, qui va nous donner un esthétique élégant, une capacité à simplifier un petit peu toutes les informations, réduire le nombre d'éléments visuels avec des outils, avec des espaces un peu plus vides, un peu plus clairs, un petit peu plus blancs, et se concentrer du coup sur l'essentiel, sur la navigation pour retrouver plus facilement l'information. Le design en couche. Donc, le design en couche, c'est une méthode en fait de création d'interface utilisateur qui utilise plusieurs éléments visuels pour créer en fait une profondeur visuelle. Alors, c'est un petit peu compliqué, mais ça s'appelle un parallaxe du coup dans la création de sites internet où on va avoir en fond, du coup, peut-être une grande et belle photo de très bonne qualité. Et puis, sur cette photo, des éléments texte qui vont évoluer en même temps. Donc, vous voyez, avec mes mains, du coup, le texte descend, la photo monte. Et ça crée, en fait, un visuel, un parallaxe qui nous donne un esprit d'animation, alors qu'en fait, chacun est fixe de son côté. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le design en couche. C'est superposer des designs sans exagération, généralement une belle grande photo et puis des éléments un peu plus textuels, icônes sur le dessus. Couleur audacieuse et contrastée, donc aujourd'hui, on le voit avec le côté épuré, clair, blanc, on va dire dans le fond, on va retrouver dans les éléments graphiques des couleurs plus vives, plus contrastées, qui vont nous apporter un peu plus de joie de vivre, un petit peu plus d'amour et qui vont nous permettre de mettre un petit peu plus notre personnalité à l'intérieur de tout ça. Donc, ça peut nous aider à mettre en évidence certains éléments importants, des boutons, de ce qu'on appelle des click to call. Donc, ça veut dire des boutons qui nous permettent d'aller directement à un besoin pour tout ça. Le design adaptatif, donc on l'a vu juste avant, le responsive, ultra important, ultra d'actualité. On est tous sur des outils différents et on est quasiment tous sur nos téléphones. Donc, adapter notre outil pour les différents écrans. Les petites animations, on les a vues un petit peu avant aussi. On le voit effectivement quand ça bouge un petit peu. Alors, attention, hein, on n'est pas vraiment
On veut pas quelque chose qui saute de partout avec plein de couleurs et qui surtout nous bouffe notre bande passante et qui fait ramer le site internet. C'est des petites animations par-ci par-là. On l'a vu tout à l'heure avec les loaders, on l'a vu tout à l'heure avec les over effects, des petits trucs par-ci par-là qui amènent une petite touche un petit peu originale, un petit peu sympa et en fait un peu vivante et qui vont nous aider à guider aussi nos utilisateurs à trouver la bonne info parce que quand il y a une page fixe, simple, et qu'il y a un petit élément qui bougeote un petit peu, et ben nous, on va être attirés, on va aller vers ce petit élément-là pour trouver et chercher et trouver la bonne information. Attention, c'est important de dire aussi que toutes les tendances qu'on a vues ou que vous allez trouver, on n'est pas obligé, voire c'est un peu interdit de tout mettre et de se dire Lionel, il m'a dit qu'il fallait faire ça, je mets tout dedans. Non, il faut quand même s'adapter à nos projets, à nos produits, à nos services, à l'utilisateur. Tout ne va pas forcément servir à quelque chose pour nous. Donc, le but du jeu dans votre recherche et dans votre concept, c'est d'évaluer ce qui peut être intéressant à petite moyenne dose de tout ça. Donc, en gros, si je transition excellente, les erreurs à éviter, ne pas tenir compte de l'utilisateur final. Ça, en fait, c'est la première. Je l'ai mis en dernier, mais en fait, c'est la première chose à penser. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait pas un site Internet pour nous, artisans, entrepreneurs. On fait un site Internet pour nos clients, pour notre persona, pour nos prospects. Et donc, on va réaliser quelque chose pour eux, d'après les attentes qu'ils ont, d'après les besoins qu'ils ont, avec des objectifs et des préférences utilisateurs qu'on va garder en tête dans toute la conception de notre UI UX design. On va éviter de surcharger l'interface utilisateur aujourd'hui. Trop d'informations tue l'information, on l'a déjà dit. Donc, quand je parle d'informations, c'est la totalité d'éléments. Plein de photos, plein de textes, plein de boutons qui bougent, plein d'animations à droite, à gauche, verte, bleue, rouge. Là, ça va nous rendre complètement fous, nous, utilisateurs. Et du coup, on va vite partir de là parce qu'on ne veut pas faire une crise d'épilepsie. Donc, on va sortir de là. Donc, on ne surcharge pas, on trouve le bon dosage et on répond tout de suite à la demande. Quelque chose qu'on n'a pas parlé, mais qui est aussi important, l'accessibilité. De plus en plus, maintenant, nos outils, téléphone, ordinateur, nous permettent et sont évolutifs pour les personnes en situation de handicap, notamment les personnes atteintes de surdité, les personnes non-voyantes ou malvoyantes. Et on peut aujourd'hui décider que nos utilisateurs soient cette minorité et qu'ils ont des besoins particuliers. Et on va donc essayer de trouver des outils qui vont nous permettre d'atteindre ces personnes-là. Donc, du coup, des outils comme de la lecture de texte, où en fait, du coup, un chatbot va lire le texte qu'on a sur notre site Internet. Il y a plein de choses qui existent comme ça. Ou alors un outil pour les malvoyants qui va permettre d'augmenter le texte ce qui va prendre quasiment la taille de l'écran pour aller un peu plus vite. Enfin, voilà, il existe plein de choses. Et de se dire qu'on peut effectivement apporter cette accessibilité-là, ça peut être super important déjà pour l'inclusion. Et puis aussi important pour nous peut-être, pour ce genre de choses. Ce qu'on va éviter de faire, c'est ignorer aussi les performances. Donc, ça veut dire du coup les performances de l'interface utilisateur pour offrir une expérience utilisateur rapide, fluide, claire, concise. Et donc, du coup, prendre en compte le besoin du clic et du taux de rebond. Et donc, du coup, ne pas effectuer des tests utilisateurs. Ça, c'est l'erreur à ne pas faire. Créer son site internet et dire c'est parti, c'est en ligne. Non, surtout pas. Comme tout, on le partage et on prend les commentaires, les critiques, bonnes ou mauvaises. Ne pas prendre en compte la compatibilité des écrans. On l'a vu, je le redis, une erreur à ne pas faire, c'est se dire ah, c'est bon, je le fais pour mon site internet et pour mon ordinateur, c'est déjà bien. Et puis ceux qui sont sur un téléphone, ils n'auront qu'à aller sur l'ordinateur. Non, faux.
On est tous sur nos téléphones et on n'ira pas sur l'ordinateur, on ira chercher quelqu'un d'autre qui a un site plus sympa et plus facile à lire sur son téléphone. Ignorer l'importance de la typographie, difficile à lire. Finalement, outre la couleur qui des fois peut être dérangeante, c'est finalement la typographie. Une typographie hyper travaillée, hyper bouclée, hyper fine, hyper design, ça va marcher peut-être sur un logo, sur une identité visuelle, mais absolument pas sur un site internet où il va y avoir beaucoup de textes et beaucoup de textes difficiles à lire. Je clique, je zappe. Donc, en évitant un peu toutes ces erreurs courantes, hein, finalement, on les fait un petit peu tous parce que c'est chouette, ça nous plaît bien, c'est joli, etc. Mais finalement, ça reste un petit peu des erreurs de conception. On va pouvoir créer des interfaces utilisateurs efficaces, agréables, qui vont nous offrir une expérience utilisateur. Donc, genre, voilà, hein, je le redis, UI, interface utilisateur, UX, expérience utilisateur. Donc, ils vont nous offrir une expérience utilisateur optimale pour nos clients finaux, pour les utilisateurs finaux, en fait, du coup, à ça. Donc, en gros, on va voir un petit peu tout ça, mais l'UX design, c'est une discipline essentielle pour la création de produits numériques efficaces, nos sites Internet, nos applications. L'objectif de l'UX design, c'est de créer des produits numériques qui offrent une expérience utilisateur optimale et qui répondent aux besoins et aux attentes des utilisateurs, qui va comprendre plusieurs éléments, la recherche d'utilisateurs, la conception d'interface, la conception graphique, la conception de l'expérience, l'optimisation de la convivialité, en fait. Hein, du coup, l'importance de l'UX design ne doit pas être surestimée parce que les produits numériques bien conçus, normalement, offrent une expérience utilisateur positive. Qui améliore la situation du client, qui augmente les chances de conversion en vente. Et nous, créateurs de notre site Internet, si on néglige un petit peu ça, on prend le risque de nuire un petit peu à notre image de marque, de perdre potentiellement des clients et donc de perdre potentiellement des revenus. Donc, si vous vous êtes intéressé par l'UX design, si ça vous importe et si vous vous dites oui, c'est pas mal, ça serait pas mal que je m'y intéresse un petit peu, eh ben, on vous recommande effectivement d'explorer davantage un petit peu cette idée, cette discipline, de développer un petit peu vos idées, vos compétences avec nous, accompagnants, conseillers numériques, avec des ressources en ligne gratuites ou payantes qui sont disponibles sur différentes plateformes et à découvrir un peu les tendances actuelles, à maîtriser les outils techniques de conception et de se dire qu'on va pouvoir développer un petit peu nos compétences en UI, UX design et qui va non seulement un peu améliorer la qualité de nos projets, de notre site internet, de nos produits, de nos applications, mais aussi contribuer un peu à améliorer surtout l'expérience utilisateur en ligne et donner à nos potentiels clients l'envie de revenir, l'envie de rester, l'envie de se dire que vous êtes un professionnel avec une image professionnelle de marque et de se dire que, tiens, s'il a un site internet qui est super beau, qui est super propre, qui est super bien construit, qui me donne toutes les infos, qui répond à toutes mes attentes, et ben en fait, peut-être que c'est un professionnel dans son métier qui fait exactement la même chose. L'habit ne fait pas le moine, mais ça aide beaucoup. J'en ai fini, mon Pascal, sur la présentation de l'UX design, sur le process Alors, de avant conception. qu'on passe à la suite, j'ai quelques petites questions. Mais bien sûr. Alors, c'est indirectement lié au sujet qu'on a évoqué aujourd'hui. Alors, il y a une demande, les extensions WordPress pour malvoyants. Alors, je propose qu'on regarde parce que je ne pense pas qu'on ait la réponse immédiate à donner à la personne qui nous a suivis, à moins que tu aies Alors, quelque chose en tête. non, là, comme ça, tout de suite, j'avoue que du coup, je n'ai pas de nom d'appli ou de module WordPress, mais je sais qu'il en existe. Je sais qu'on peut en trouver. On peut chercher, nous, et renseigner. Mais là, pour le coup, le Internet est vraiment. On peut trouver pas mal de choses sur Internet et sur Google, donc on peut effectivement faire ces recherches-là. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, Voilà. j'ai l'impression que ça bug un peu chez moi. Oui, ça coupe un petit peu. Oui, Et c'est bien ce que je puis, vois.
Une autre petite question, toujours dans la même logique, un module qui permette de faire des animations gratuites sur WordPress. Ah bah pareil, même état d'esprit sur le principe où là, j'ai pas les noms de modules en tête. Mais sur des petites animations, effectivement, ça existe. Après, on va être sur du sans même passer par WordPress, on peut créer des menus, des outils, des animations sur d'autres sites Internet et les importer après dans notre base, dans notre base WordPress. Mais là, c'est quelque chose qu'on pourra chercher et regarder pour donner un petit peu plus d'infos. Ceux qui sont déjà sur WordPress et qui ont déjà sur un site sur Internet sur WordPress, je vous engage vraiment à faire un petit peu la fouine, j'ai envie de dire, et aller chercher dans les notes, les commentaires et tout ce que vous avez sur les modules pour trouver les bonnes choses. Là, effectivement, on va pouvoir trouver plein de choses. Ce qui est toujours important dans ces créations-là, c'est d'avoir confiance. Donc, n'hésitez pas à lire les commentaires, à regarder les notes sur tel ou tel module ou tel outil qui vont nous rassurer un petit peu pour l'intégrer à nos sites Internet. Bon, puis on a notre traditionnel couteau suisse, notre Canva, qui peut déjà, dans un premier niveau, Exactement. peut-être répondre à certaines questions. Sur certaines choses, tout à fait. Ouais. Voilà, bah donc Lionel, bah merci pour cette présentation, hein. Voilà, c'est des outils nouveaux, des outils intéressants, et ça fait partie de nos missions aussi de diffuser nos artisans et nos porteurs de projets. Donc, comme tu l'as dit, ben, on va retrouver dans la diapo qui est à l'écran les coordonnées des différents animateurs qui sont ventilés sur les départements de la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter à différents sujets liés au numérique, alors que ce soit la présence sur Internet, que ce soit la législation au travers de la réglementation sur le RGPD, Chorus, les conditions générales de vente, les outils de gestion, les choix d'équipement, etc. Voilà, toute l'équipe numérique est évidemment à votre disposition. On a parmi nos suiveurs des personnes qu'on connaît bien et qui ont l'habitude de faire appel à nos services. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter, et puis on sera toujours à votre disposition pour répondre avec un maximum de dispo aux questions et aux remarques qu'on va nous proposer, nos questions auxquelles on va nous solliciter. Et puis, ben, on est dans la semaine du numérique, hein. On est entre guillemets qu'à mardi. Donc, on a différents webinaires encore tout au long de la semaine, hein. Lionel, tu en as parlé pas mal tout à l'heure, notamment cet après-midi, la page, alors l'ex Google My Business, hein, qu'on appelle aujourd'hui la page établissement de chez Google. Et puis, je fais un petit coup de pub pour demain après-midi parce que tu vas nous faire, je pense, une super animation. Alors, c'est encore, on ne va pas tout dévoiler sur l'intelligence artificielle, hein. C'est un sujet qui est énormément à la mode aujourd'hui et dont on parle beaucoup dans l'actu. Et je crois que tu nous as préparé des petites choses sympas. Et puis, bah voilà, le référencement de sites internet, tout ce qui est le travail sur les photos. Voilà, on a différents thèmes. Donc, vous avez le lien sous les yeux pour vous inscrire et puis nous retrouver. Et puis, on diffusera les replays quand on aura terminé un petit peu toute la semaine. On mettra en place tout ça et on diffusera les replays avec grand plaisir. Voilà, eh ben, en vous remerciant encore pour votre présence. Lionel, merci encore pour l'animation et puis pour toutes ces infos qui étaient plus que pertinentes et plus qu'intéressantes. Merci Pascal, c'est bien gentil. Merci de ton aide. Je vois qu'il y a eu plein de questions. Je suis super content. Donc, merci d'avoir répondu un petit peu à tout ça, d'avoir suivi. Merci à vous. Et puis voilà, je vous engage à effectivement continuer à nous suivre, suivant les disponibilités que vous avez, et à continuer. Voilà, il y a beaucoup de participants. C'est super chouette sur cette journée, sur un sujet assez particulier comme celui d'aujourd'hui. On voit bien qu'il y a quand même pas mal qu'il y a quand même pas mal de monde d'inscrits quand même. Donc, c'est chouette. On est content. Voilà, et puis parmi nos suiveurs, il y en a une ou deux personnes, et on a repéré des noms, qui a priori sont déjà bien au top sur le sujet dont tu parlais tout à l'heure. Donc, je pense qu'on va les garder un petit peu en personnes ressources pour d'éventuels accompagnements ou d'éventuelles informations pour nous et pour nos artisans. D'accord, ok. Très bien. Voilà, merci à tous, et puis bah, rendez-vous à 14 heures pour ceux qui sont dispo, puis autrement dans la semaine et puis dans toutes nos actions au niveau de la chambre de métier, au niveau du numérique.
Merci à vous tous. Merci beaucoup. À bientôt.